Les choses sont allées très vite. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, bien sûr. Enfin, je ne vais pas vous expliquer moi. C'est le Saint-Sauveur Tablasco, encore une fois, qui a commencé les travaux sur la voiture avant que j'arrive. Pour la simple et bonne raison qu'en même temps, j'étais en train de tourner une vidéo dans mon garage et que c'est pas un mec qui a le temps comme moi. Il devait attaquer les travaux. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à massacrer l'auto. L'auto, elle a quelques caries, donc on va te montrer, on va enlever des pièces qu'on a commencé à fabriquer. Attends, encore mieux, je vais prendre la caméra à la main. Quand je vous disais qu'il est trop pressé, il n'a même pas le temps de faire mon intro qu'il veut déjà expliquer tout ce qu'il a fait. Et donc du coup, en ce début de semaine, Nico il nous a amené cette belle 301. Puis on a trouvé comment refabriquer en fait les pièces manquantes, donc les montants en fait de toit. Donc comme tu peux le voir, quand on va enlever les pièces que j'ai formées, tu verras que c'est très abîmé. Et donc on a réussi à reproduire la même chose qu'ils avaient fait dans les années 30. Tu as des formes qui sont assez complexes, hein, parce que tu as l'impression que c'est un truc qui est pas très compliqué, mais c'est un peu quoi en faire quand même. Oui, j'imagine bien. Ouais. Donc voilà, donc là, en ce début de semaine, on a fait les deux côtés, passager, conducteur. Et donc du coup, là, on est prêt en fait à couper ce qui est mort. Et en fait, on va greffer les pièces qu'on a refabriquées. Donc ça, pareil, ça prend un peu de temps parce que c'est assez minutieux forcément. Et à la fin, on va le souder au TIG. Tu vois, tu as cette pièce qui est assez complexe. Donc tu vois qu'en fait, il y a une grosse restreinte là. Donc c'est là en fait tu vois elle est bien ajustée, le rayon c'est le bon. Là on a l'épaisseur de l'ancienne, mais une fois qu'on va mettre celle-là, voilà ça matche bien, tu vois les frises, les rayons, en fait c'est ça, tu vois ça vient bien. Tu le vois, tac. Ouais. Ah, et donc il y a beaucoup de mise en œuvre, beaucoup d'ajustements et puis après à la fin produit final, tu vas le voir quoi. Le fait qu'on soude ça, je vais voir déjà la tôle comment elle réagit parce que moi c'est une tôle qui a presque une centaine d'années, donc tu te doutes bien que c'est pas les mêmes alliages déjà, de base? Alors, comme on se disait, je préfère souder des alliages des années 30 sur une voiture française que des alumineux sur des voitures italiennes des années 70-80 qui est une vraie catastrophe. Quoi. Moi, j'ai rien contre les Italiens, mais bon, vos voitures, c'est un peu de la merde. Quand même. Il faut qu'on se le dise, quoi. Voilà, c'est un fait. Là, c'est mangé. Là, le bois d'arbre, il est un peu malade, quoi. Donc, du coup, en fait, on s'en sert, on va pas l'enlever maintenant. On se sert, en fait, vraiment de la ligne de courbe pour former les pièces. Et après, dans un second temps, quand tout sera ajusté, soudé, lui, en fait, on va le mettre à la cheminée et on y fera une grosse armature énervée. Parce que bon, quand tu sais le moteur qu'il va y avoir, c'est pas un moteur de tondeuse. Donc, elle va se vriller sinon. Du coup, sinon la caisse, ça va comme ça. Ouais. Donc là, pour simplifier les choses, il va refaire le toit complètement. Voilà, on va tout refaire. Et ce qu'on devait faire à la base en premier, c'est-à-dire décoquer pour avoir le châssis par terre avec le moteur, on le fera qu'après. Voilà, pour que ce soit plus simple à comprendre. Une fois qu'il aura fait le toit, on vire le bois. Écoute-moi si je dis de la merde, mais on enlève le bois. On vient faire une armature plus solide. Oui. On la ferre partout. On met des supports en gros pour pas que la caisse se vrille quand on va la lever. On la relève, on enlève le châssis on l'emmène assembler, etc. Ouais. On le modifie pour qu'il accueille son moteur. J'en profite pour enlever l'ancien moteur. Exactement. Voilà. Et une fois qu'on aura le nouveau moteur avec sa boîte posée sur le châssis, on viendra reposer la caisse pour faire le passage de boîte. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il faudra qu'on traite la roue, il faudra qu'on change beaucoup de choses. Je vais isoler du coup aussi la voiture. C'est pour la chaleur parce que du coup, ces moteurs-là, ça génère énormément de chaleur. Surtout le tunnel de boîte. Par exemple, moi sur mon camion, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai isolé parce que clairement, tu auras le tunnel de boîte à tes pieds, quoi. Donc, alors l'hiver. À côté de moi. À côté de toi. Donc l'hiver, c'est rigolo, ça fait chauffage, mais par contre, dès lors qu'il fait plus de 30 degrés, tu vas beaucoup moins rigoler. Quoi. Du coup, il y a une petite pièce qu'on est en train de finir d'ajuster avant de tout souder. Et si tu veux, cette voiture, elle a des formes qui sont assez complexes. Même quand tu la vois, tu dis c'est assez basique, mais non. Et donc du coup, là, on va allonger un petit peu la tôle, la pièce qu'on a faite. On va l'allonger avec un outil qui a plus d'une centaine d'années, qui est très ancien. C'est un martinet. Donc un martinet, c'est un marteau pylône de tôlier formeur. Et donc du coup, je vais l'activer. Que celui-là, il est un peu amélioré. Regarde. Oh, c'est la technologie ici. Là, mon gars, il est en Bluetooth celui-là. Le micro, il va aimer ça. Ah, je pense, ouais. Alors la vérité, elle est toujours sur la voiture. Parce que tu vois, là, tu as un rayon. Et en fait, après, il va mourir. Et là, t'es plan, en fait, tu vois. Ouais. Donc, du coup, là, quand tu vois ça, tu te doutes bien que tu vas pas l'acheter sur Wish, le modèle. Donc, en fait, ce qu'on va voir, est-ce que ce qu'on a fait, est-ce que ça match? Donc, tu vois, là, tu as un rayon. Tu le vois bien, là.
Ouais. Et en fait, là, t'es plan. Donc, on est quasiment bon. Il manque un peu là. Mais bon, ce qui nous gêne, c'est la moulure. En fait, la moulure, elle fait une rigidité. Donc, il va falloir qu'on le pousse encore pour qu'il soit vraiment, tu vois, pour qu'il rentre nickel comme la forme originale, quoi. C'est un taf de ouf. Hein. Il faut aimer. En fait, je pense que pour faire ce métier, il faut aimer. Si c'est alimentaire, c'est pas possible. Tu arrêtes vite fait, quoi. Donc là, il nous reste encore un petit peu à ajuster celle-là, tu vois. Et après, on a fait les deux côtés. Et on pourra après couper, enlever ce qui est abîmé, souder et greffer les pièces neuves. Le truc étant, c'est que là, il y a de la tôle à découper. Et on n'est pas venu pour beurrer les Smarties. Donc, en avant. Ça a bien avancé. Avant de vous montrer les résultats, je voulais juste vous dire quelque chose par rapport à Julien Tablasco. Dans la vidéo précédente de la 301, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que ça allait être plus le projet de Julien au final, puisqu'il va faire beaucoup de travail sur la carrosserie, et plus du haut bordel. Je voulais juste rectifier ça. Julien fait un métier particulier de taulier-formeur, il n'y en a pas beaucoup. Je fais appel à ses services pour refaire le toit de la voiture, parce que c'est un truc, comme je disais, que j'aurais pu peut-être faire moi-même, mais le résultat aurait été dégueulasse et absolument pas dans les règles de l'art. Comme sur le slipper de guerre, la map de la voiture, je vais pas la faire moi, je vais pas prendre le risque de défoncer tout ce travail, parce que c'est pas un truc que je sais faire. Voilà. Donc Julien va beaucoup m'aider sur ce projet, sur pas mal de choses, mais n'oubliez pas que tout le reste, je vais me démerder comme je le faisais avant. Je voulais juste faire une petite aparté à ce sujet. Maintenant, il est temps de vous montrer ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Bon, je vais te mettre un micro parce que là, on va pas t'entendre. Mais bon, il a travaillé jour et nuit sans relâche. Bonjour Julien. Bonjour. Bon alors, est-ce que tu veux nous montrer ce que tu as fait de beau? Ouais, bah écoute, on a œuvré pour ce projet et donc merci de nous avoir fait confiance surtout déjà. On a reconstruit en fait les montants de porte avant de commencer le pavillon. Après, on n'était pas obligé de faire comme ça, mais bon, j'avais l'idée de faire ça avant qu'on la décoque. On a gardé les morceaux les plus croustillants pour montrer en fait ce qui restait. Donc autant te dire que c'était pas très heureux. Ce qui est un peu dommageable, c'est qu'on n'avait pas vraiment les tailles d'origine. Et donc si tu veux, des fois il y a des modèles où tu peux retrouver, des fois j'ai des clients qui ont pas mal de voitures, mais en l'occurrence une 301 berline, pas facile à trouver. Ouais, Donc, on a regardé un petit peu des photos, on a essayé de chercher un petit peu, de comprendre comment c'était fait. Et on a formé des pièces qui vont au plus près de comment c'était à l'origine. Le résultat en fait, tu vois, on a refait cette structure-là avec un bord tombé qui a ensuite vient agrafer le bois. À l'époque, c'était fait comme ça. Il perçait, il mettait des vis à bois. Ouais. Et après, il mettait du feutre avec des joints et tout ça pour l'étanchéité, pour la pluie, le vent et ce genre de choses. Donc là, il manque un peu de planage. Mais à la fin, ce sera pas ridicule déjà. Tu me disais que là, par exemple, ces formes-là, là, une fois que tu l'as posé, tu viens passer ton ce que tu avais fait sur la moto, là, On va y faire un étain. C'est des bâtons. Comme ils utilisent les Zinger, mais là c'est du 33%, c'est pas la même chose. Et si tu veux, c'est l'ancêtre du Saint-Ofer. Donc à l'époque, les jonctions de pavillons, comme par exemple les Porsche 356, il y a beaucoup de pièces qui étaient étamées. Ben là, c'est ce qu'on fera en finition à la fin. On y fera un petit étain de finition et après on prend une râpe, ça s'appelle une équane. Et en fait, on fera une finition s'il y a des aspérités, des petits défauts, tu vois. Comme là, par exemple, ces petites jonctions-là, je vais le planer, c'est pas encore plané, je vais le planer. Donc du coup, si vraiment il y a un endroit où j'arrive pas à avoir ce que je veux à la fin, ben, j'y ferai un étain de finition et je le sculpterai, on va dire. Des grands mots, mais voilà. pour que le résultat soit... Top. Et c'est surtout que l'étain, à comparer en fait avec le Cinto, c'est que l'étain ne craque pas. En fait, tu pourras prendre un marteau, taper sur l'étain, ça ne fissurera pas. Même quand tu le sables, ça s'en va pas. Donc c'est te dire comme c'est dur. Ouais, c'est Donc costaud, du ouais. coup, c'était ce qu'ils faisaient à l'époque et qu'on fait plus parce que d'ailleurs c'est un prix. C'est un coût, pardon, c'est assez cher et c'est un procédé qu'on a mis de côté et c'est un tort parce que c'est le top.
Tu vois, ça c'est un acier de haute qualité, c'est de l'acier de formage que je fais venir d'une fonderie à Saint-Étienne qui vaut très cher. Tout coûte cher, le gaz pour l'argon, pour le TIG, enfin tous les matériaux coûtent très cher et c'est très difficile à la sortie de le facturer parce que les gens ils te disent ouais mais ça coûte cher, mais les matériaux coûtent cher. L'électricité, aujourd'hui en France c'est du VIL, c'est pas du vol, c'est du VIL, l'électricité, donc etc., etc. Bon, bah écoute, sur ces belles paroles que je ne pourrais pas mettre sur YouTube. Je repose la caméra ici, c'était un bon spot. Maintenant que vous savez tout ce qu'il a fait, on va parler brièvement de tout ce qui arrive. Et après, je vais le laisser bosser parce qu'il faut qu'il prépare plein de choses, etc. Et j'ai pas envie non plus d'être dans ses pieds. Là, il va faire beaucoup de trucs, on va dire, hors caméra, ou alors il filmera avec son téléphone pour que je puisse vous montrer. Mais si je vous montre chacune des étapes, une par une, la vidéo, elle ferait 6 heures. Enfin, 6 heures. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'heures de travail, mais vous avez compris le délire, quoi. Bon alors, Julien, je te pose encore quelques questions et je te laisse bosser tranquillement. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? On va prendre des mesures pour voir en fait la dimension de ce qu'on va former. Du coup, on va prendre les rayons, enfin toutes les gauges en fait, enfin, des arrondis, enfin, pas mal de trucs qui sont pas super intéressants à raconter, mais bon. On va faire le toit en 2 pièces. Voilà, donc du coup, on va y faire en fait des moulures. En fait, la moulure permettra de créer une rigidité parce que tu te doutes bien que si tu prends une plaque et que tu la soudes là-dessus, bah, la toile en fait elle va bouger dans tous les sens. Donc en fait les moulures te permettent de donner une rigidité, donner du nerf. Donc on avait fabriqué un outil, une lisseuse justement parce que c'est des pièces, le pavillon il est assez gaillard pour nous aider en fait à former au mieux cette pièce qui est comme tu peux le voir assez gigantesque. Ah, c'est vrai qu'elle est énorme. Hein. Non, le pavillon c'est énorme. C'est tout le toit ouvrant en fait. Hein. Et c'est ça tout le toit ouvrant et sachant qu'en plus il y a une partie comme on avait dit précédemment qui est très abîmée, donc on va venir mourir mais bien plus en avant pour trouver une zone qui est saine pour venir s'y souder dessus. Là pour faire des grosses moulures, vraiment des grosses rétreintes dans la tôle, on va utiliser ça, donc ça c'est une Pullmax. On va faire des essais avant par rapport à la pression qu'on va exercer dans ton pavillon. C'est pour ça qu'on va faire des tests cet après-midi. On va calculer les débits, ce genre de choses. Et après, pour tout ce qui est rayon, il y a plusieurs options. Soit la lisseuse, soit en fait au martinet, comme on t'avait déjà dit la première fois. Ouais. Voilà, ça. Ou alors, on va démarrer Monster Much, qui est derrière, dans la cour. Donc, c'est une machine qui s'appelle une Fokker. Pas aérofokker, une Fokker tout court. Ouais. Et c'est une machine qui servait à faire des fuselages d'avion qu'on a réussi à obtenir grâce à Monsieur Antunes, Monsieur Facel Vega, cette machine vient de l'usine Facel Vega. Ça, c'est ouf. Hein. Donc, c'était ceux qu'on parle à ref, Facel Vega, c'était la Rolls-Royce à la française. Et oui. Et donc, avec des moteurs Chrysler, avec des moteurs EMI. Ce martinet vient aussi de chez Monsieur Paulo Antunes, donc j'y fais un gros clin d'œil. Ah, quand tu m'as dit que ça venait de chez Facel Vega, j'étais fou. Hein. Et ouais, ça fait partie du patrimoine historique. C'était fabriqué à Saint-Étienne. C'était une fonderie de Saint-Étienne qui fabriquait des marteaux-pilons, des martinets. Donc voilà, c'était pour le petit cours d'histoire. C'est une folie. Hein. Ouais, c'est cool, c'est une chance. Ouais. De retour chez Tablasco. J'en ai marre de faire des timelapses, même moi ça me fatigue. Donc on va reprendre un peu la vidéo normale, c'est juste que c'est compliqué de rendre tout ça digeste, parce que c'est énormément de travail, énormément de trucs à faire. Et si je filme chaque étape, la vidéo non seulement va faire 6 heures, mais je suis pas sûr qu'il y ait tout qui soit vraiment intéressant. À la longue, je veux dire. Parce que oui, effectivement, c'est très intéressant. On va aller voir où il en est. Ah ben il a bien avancé. Évidemment, je passe pas ma vie non plus chez Julien, donc il travaille aussi quand je suis pas là. Je peux pas me permettre de passer toutes mes journées non-stop avec, donc il avance sur son boulot, et lui ne peut pas non plus... Je disais, je peux pas non plus l'empêcher de bosser quand je suis pas là, parce qu'il a pas que moi comme client, il a pas mal de choses à faire. Donc allez, on va aller l'embêter un petit peu.
Le mec, il en a tellement marre de me voir tous les jours que même plus il me capte, quoi. Bon alors, Julien, comment ça va? Bah écoute, on a bien avancé. Du coup, tu as vu l'étape où on a fabriqué donc le toit, le pavillon. Ouais. Donc, vu la taille du toit, en une pièce, c'était très compliqué. Enfin, c'est pas infaisable, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on l'a fait en 2 éléments. Donc, on l'a mis en place tout à l'heure. On te l'a pas filmé parce que bon, enfin, c'est pas ce qu'on veut voir, c'est le produit fini. On est en train de l'assembler, donc on le soude au TIG. Voilà, pour moins le déformer. Soudage au TIG avec amour et bien plané. Et donc, la prochaine étape, c'est donc enlever le surplus de soudure, mais bon, il n'y en a pas énormément. Encore vraiment le lisser pour que ce soit vraiment très lisse. On va le remettre en place et on va le brider là où il doit aller. On a déjà pris des mesures. L'étape d'après, ça sera de le souder définitivement sur le projet Hot Rod 301. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Du coup, on a soudé au TIG. Et là, forcément, malgré que tu le planes au fur et à mesure que tu soudes, ça crée des petites déformations. Donc, même si à la main, tu vois, c'est super plan. Donc, on utilise un planeur à main. Donc, tu peux le faire avec un marteau et un tas. Donc, c'est très long, très chiant. Donc, du coup, il y a un gars aux États-Unis qui a inventé ça. C'est un planeur à main. Donc, si tu as des voisins, tu peux l'utiliser. Tu vas voir, ils sont ravis. Et donc, en plus, ce qui est cool, c'est que ce gars-là, il a pensé aux gens comme moi qui sont gauchers. Qu'en général, tous les outils sont pour les droitiers. Ben là, non, c'est un truc pour les gauchers. Donc, grand merci à lui. Et donc, on va le mettre en fonction et tu vas voir, c'est super discret. Oui, j'imagine bien. Heureusement que c'est férié. Ouais, c'est férié, mais il y en a, ils sont en férié toute l'année, hein, ça arrive. Hein. Oui, ça c'est vrai. Bah vas-y, envoie. Hein. Bon, Julien, merci pour ce doux bruit pour les oreilles. C'était hyper agréable. Avec plaisir. Maintenant, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Tu me l'as déjà expliqué, mais j'aimerais bien qu'on puisse expliquer aux gens qui regardent cette vidéo comment tu as obtenu ce rayon magnifique de galbage. De galbage, ouais. Et ben, du coup, j'ai rien inventé en fait. Hein. Tout simplement, j'ai des outils de mesure qui permettent en fait de contrôler la gauge. En fait, la gauge, c'est les rayons. Donc, si tu veux, le toit de ton auto, forcément, il a jamais été modifié. Ça, c'était avant d'ailleurs. Et donc, si tu veux, j'ai plein d'outils comme ça et qui te permet de contrôler en fait le galbe qu'il a. Ouais. Et donc là, en l'occurrence, ton pavillon, il a une gauge de 40. Donc, si tu veux, quand tu le poses dans ce sens-là et dans ce sens-là, tu vois qu'en fait, hop, c'est vraiment son rayon, c'est ça. Ouais. Voilà, donc là, on va le remettre là, tu vois, tac. Et si tu veux, quand on a fabriqué le pavillon, eh bien, en fait, on a recréé ce rayon de 40. Directement sur la pièce. Ouais. Donc forcément, avec une panoplie d'outils, on va pas rentrer dans une description parce que bon, c'est un peu chiant. Mais si tu veux, ce qui compte, c'est les résultats. Et le résultat, c'est quoi? C'est que du coup, tu as vu, c'est 40. Et là, c'est 40. Donc, tu peux le prendre dans le sens que tu veux. Tu vois, quel que soit, tu vois, tac, tac. Et donc, ça veut dire que là, dès lors qu'on va plaquer, parce que la prochaine étape qu'on va faire tout de suite, on va prendre ta pièce et on va la mettre en place. Quand on va l'assembler, on sait que les deux rayons sont identiques. Et donc là, quand tu le vois, tu vois que c'est vraiment très gonflé, très rayonné. Et en fait, si tu veux, si à l'origine il y avait eu un pavillon, il aurait cette forme-là. Avant d'être posé. Oui. Ok, ouais. Parce que là, une fois qu'on l'aura posé, il va s'étaler un peu plus, quoi. Là, si tu veux, il est libéré. Donc, en plus, on y a fait des moulures pour la rigidité. Donc là, si tu veux, il est vraiment très gonflé. Mais si tu veux, quand on va après assembler les deux, le rayon est le même. Ah ben, tu veux qu'on le pose maintenant? Bien sûr. Tes gants. Oui, les gants. Parce que chez Julien, on porte les EPI. On va pas montrer l'état des EPI, mais on les porte quand même. Voilà. Donc, tu passes derrière? Non, toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là. Tac. On fait le tour de la voiture. En fait, si tu veux, on va faire ça. 380. Ok. Et lui, voilà. On va de l'autre côté, sinon. Non, parce que moi je suis pas là, là-bas. Là on y est, et là. Imaginez-vous une seconde avoir la même malchance que moi. Vous êtes en road trip en voiture avec votre famille, vos amis, peu importe, et là, malédiction, vous tombez en panne. Évidemment, tu es sûr de ton trafic hasardeux sur ta voiture et t'as rien prévu, t'as pas d'outils,
Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'as même pas Internet. Et autant te dire que là, c'est la pire chose qui peut t'arriver. C'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par UBG. Alors UBG, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est une application qui te permet d'avoir de la data dans plus de 200 pays. En gros, c'est une eSIM, donc tu n'as même pas besoin de changer ta carte SIM, tu n'as même pas besoin de démonter, tu as juste à télécharger l'application. Mais ça t'évite surtout des frais énormes si tu te connectes sur Internet dans un autre pays avec ton opérateur. Là, avec cette application, tu as juste à renseigner le pays où tu comptes aller ou alors une zone, par exemple Europe, Asie, etc. Après, il te reste plus qu'à choisir le forfait le plus adapté à tes besoins à ce moment-là. Tu télécharges ta eSIM, tu l'installes et boum, magie, ça fonctionne. Ce qui est bien avec UBG, c'est que tu n'as pas d'engagement, tu prends juste ce dont tu as besoin quand tu pars à l'étranger. Un point super important, c'est que si tu as pris ton abonnement comme il faut et que tu pars à l'étranger, et là tu tombes en panne de data ou alors tu n'as pas de Wi-Fi que dalle, directement dans l'application, tu peux recharger ton forfait. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, tu n'es jamais bloqué. Jusqu'à maintenant, à l'étranger, tu avais parfois accès à de la Wi-Fi publique qui est déjà pas partout, pas terrible, et niveau sécurité, c'est pas top. Il y avait aussi la solution d'acheter une carte SIM à l'étranger, mais ça te fait démonter ton téléphone, potentiellement perdre ta carte SIM à toi. Tu pouvais aussi acheter un pocket Wi-Fi directement dans un autre pays, mais quand la batterie elle est à plat, t'as plus rien. Là, tu as tout directement sur ton téléphone et je vais te donner un petit conseil pour voir si tu peux avoir une eSIM. Tu tapes ce numéro sur ton téléphone et si tu as un numéro EID qui s'affiche, alors ça veut dire que ton téléphone est compatible avec les eSIM. Je voulais vous parler d'autre chose, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone. UBG est intégré dans certaines marques de voitures. Certaines BMW, Toyota ou Jeep sont directement compatibles avec l'application UBG. Ça veut dire que la voiture est directement connectée à UBG. Et le gros avantage, c'est que toutes les personnes qui ont un téléphone dans la voiture peuvent se connecter en Wi-Fi directement à la voiture et profiter d'Internet. Magnifique. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, vous pouvez connecter aussi ordinateur, tablette, enfin, tout ce qui peut se connecter en Wi-Fi va se connecter directement sur la voiture si vous le souhaitez. C'était le meilleur conseil que je pouvais vous donner si vous comptez partir en road trip ou alors que vous partez souvent à l'étranger. Là, j'ai pris pour exemple une panne mécanique, mais ça peut vous aider pour plein d'autres choses. Donc si tout ça vous intéresse, je vous mets directement les informations dans la description et avec le code AUBORDEL, vous aurez droit à 10% de remise sur la partie eSIM Voyage. Je vous conseille également de la télécharger directement sur votre téléphone au plus vite, même si vous comptez pas vous en servir de suite, c'est toujours bien de l'avoir sur votre téléphone, au cas où si un jour vous prévoyez de partir à l'étranger. Encore un grand merci à UBG de sponsoriser une de mes vidéos. Et nous, on reprend cette 301. 2 jours plus tard, retour chez le Saint-Sauveur Tablasco. Il a beaucoup avancé. Je voulais pas l'embêter tout ce temps. Et oui, il a beaucoup avancé. Bon, alors avant que tu commences à parler. Attends, le rituel, c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Alors, attendez. Parce que là, vous le savez pas, mais on a eu une petite discussion juste avant de commencer la séquence. Et je lui ai demandé pourquoi tu dis toujours « on » alors que tu es tout seul. Écoute, parce que je pense que je trouve de dire j'ai fait, j'ai réalisé, je trouve ça un peu pédant. Mais effectivement, je pourrais dire je parce que je travaille tout seul à l'atelier. Donc ouais, je dis on, c'était le nom, c'est l'atelier, quoi. Mais dans l'atelier, je suis tout seul. Donc en vrai. Tu veux rester humble. Ouais. Voilà, ne pas être prétentieux. Non, je pense qu'il faut rester à sa place et savoir d'où l'on vient. Donc c'est pour ça, mais bon, je vais rectifier le tir. Donc j'ai bossé sur. Il n'y arrive pas. Donc la tôle était quand même assez abîmée. Donc on avait bien fait de faire un peu plus large. Et donc on est venu se repiquer sur des zones qui étaient un peu plus saines. Lier des alliages qui sont pas du même âge et surtout avec la même densité en carbone, c'est pas super simple, mais c'est fait. Présentation de ton pavillon. Incroyable. Donc avec des moulures comme on avait dit pour le rigidifier. Donc là, on va maintenant s'atteler à refaire l'armature parce qu'en fait, on voulait garder les courbes d'origine. On va te montrer après. Je vais te montrer après. Et si tu veux, du coup, on a réussi à récupérer les anciennes boiseries qui étaient de la structure et donc forcément, elles sont pas bien heureuses. L'idée, c'est de les reconstruire en gardant le galbe. Ouais. Donc on a pris une section qui s'y apparente et on y a fait un sectioning parce que forcément, vu le cintre qu'elle a, même avec une cintreuse à galet, ça marche pas, trop spécifique. Donc on l'a fait à la main petit à petit et c'est assez cool. Et après, comme tu disais, on va faire 3 supports, c'est ça 3 Ouais, en fait, du fait que là, on va refaire l'armature vraiment des montants de porte, on va tout rigidifier parce que ça va vachement bouger. Et après, on va y galber 3 cintres pour un peu tendre justement cette tôle parce que si tu veux, elle fait 1m80 par 1m10. Donc du coup, ça fait du poids. Et oui, ça au fait centre, pas mal ça tombe de un peu. poids en une pièce. Donc comme tu peux le voir, on a fait en 2 pièces le pavillon parce que du coup, on n'avait pas le matériel nécessaire pour le faire en une pièce. Mais bon, ça se fait. Et forcément, il y a de la portée vu la taille.
Et donc, on va lui faire des cintres, et ce qui te permettra aussi de pouvoir t'accrocher lorsque tu vas vouloir capitonner, lorsque tu vas vouloir mettre en fait La garniture. le garniture pour isoler pour tout ce qui est phonique et thermique, parce que moi, je te dis bien que le soleil, quand il tape là-dessus, ça fait une belle serre. Ouais. Donc voilà, donc ça a plusieurs aspects et surtout rigidifié. Et voilà, c'est l'idée. C'est cool. Ouais, parce que là, du coup, le poids au milieu est assez lourd. Donc, quand il y aura les 3 cintres, ça va remonter un peu le toit et ça lui donnera sa forme finale Exactement. bien arrondie. Ouais, ça va l'aider en fait à lui donner le galbe que l'on souhaite. Parce que là, forcément, en cintre, on pourrait faire des chauffe de retrait pour le rigidifier, ce genre de choses. Mais je suis pas bien fan du fait que dans tous les cas, on doit faire aussi des renforts pour venir après fixer. Et c'est le cellier garnisseur qui sera bien content d'avoir de quoi s'accrocher. Ouais, c'est clair. Je t'ai récupéré le montant côté conducteur. Donc, si tu veux, d'origine, il y avait après des renforts qui partaient comme ça avec des petits cintres qui venaient s'accrocher, souder sur le toit. Mais c'était tellement abîmé qu'il n'y avait plus rien. Donc, j'ai réussi à démonter la boiserie, sans mauvais jeu de mots, le plus proprement possible. Et donc, si tu veux, moi, je travaille pas le bois. Ouais. Donc, du coup, je suis pas équipé, j'ai pas les connaissances en plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait le cintre d'origine, mais je te l'ai fait, donc j'ai repris la même section, donc c'est du 50 par 30, et là je te l'ai pris en 3 mm, donc normalement, si tout va bien, ça ne devrait pas casser. Moi, je pense, ouais. Voilà, donc on va le reprendre, hop, on va le remettre, ça va venir, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une armature pour le moment qui sera démontable, ce qui te permettra de pouvoir travailler, démonter, refaire plein de choses, et à la fin, quand tout sera fini, ben, toi, tu viendras le souder gentiment, sans trop le déformer. Non, pas gentiment. Bon, alors, tu la montes cette pièce? Je la mets, docteur. T'as vu, j'ai bien bossé, hein? Ouais, je suis fier de toi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, là, il y a nulle part. Ah, tu fais moi le malin, là. Ça, après, on va mater ça, tac, tac, et puis voilà. Ah, c'est parfait. La messe est dite, est là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a repris vraiment le rayon, le cintre du toit. Donc, ce qui est bien, c'est qu'après, quand on veut la renforcer, on va s'appuyer sur ça. Et directement, après, on va faire des anses qui vont rigidifier le toit. Et en plus de ça, tu pourras après t'accrocher pour faire tout ce qui est, du coup, isolation, comme on a dit précédemment. Donc, c'est vraiment très cool. Ouais, je suis content. Hein. Bon, écoute, Julien, sors de la voiture. Ce que je vais faire, je pense qu'on a déjà pas mal d'images. C'est que, mine de rien, je te retarde un petit peu à chaque fois à te dire attends, je filme. Je vais te laisser bosser. Okay. Je vais te laisser faire un peu tout ce qui te reste à faire. Comme ça, tu arrêtes de perdre du temps avec moi. Et je viendrai filmer ce que tu as fait. Allez, entendu. C'est pas mal, non, comme idée? On part sur ça. Allez. Comme ça, moi, je peux aller me branler les couilles pendant que toi, tu travailles. Travail terminé. Enfin, pas vraiment terminé. Ça a bien avancé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc je vais parler un petit peu parce que c'est vrai que le pauvre, je l'ai fait parler tout le long. Les côtés sont enfin terminés, le toit est enfin terminé. On va vous montrer ce qu'il a fait hors caméra. Il a rajouté 2 anses à l'intérieur pour relever le toit. Et il a du coup terminé les 2 barres que tu avais fait sur les côtés. Ouais, les montants, en fait, les renforts qui d'origine sont en bois, qui étaient très très abîmés. Donc on a repris en fait les mêmes tailles, en fait les mêmes sections, sauf qu'au lieu de faire en bois, on l'a fait en métal très costaud. Donc au moins ça ne bougera pas. Et comme tu disais, pour l'instant c'est juste posé comme ça, mais à l'avenir, une fois que tout sera fait, que tout sera terminé, il faudra les ressouder pour vraiment... Ouais, à la fin, quand tu auras tout monté à blanc, le final c'est que tout ce qui est renfort, on soudera tout. Voilà, parce que là, tu te doutes bien que vu que maintenant il y a un pavillon, c'est hyper rigide. Et vu la taille des sections qu'on a pris, au vu du setup qu'il va y avoir au niveau du moteur, il fallait faire quelque chose de adapté en fait à la puissance qu'il va y avoir. Moi, je vais récupérer la voiture chez moi, je vais poncer tout ce qui reste pour que ce qu'il a fait sur le toit et sur les côtés se rejoignent en gros. Donc au moins, il y aura tout prêt. Et une fois que j'aurai réglé 2-3 problèmes sur les portes, sur les machins, tout ça, il viendra faire quelques finitions à l'étain, comme on avait dit. Une fois que tout ça sera terminé, on va traiter tout le métal pour prévoir du coup la peinture et on aura fini le toit.
Bah, le toit, les montants. Après, techniquement, bah, il y a des choses qui avaient été faites qui n'étaient pas très heureuses, donc on va les reprendre petit à petit. Mm. Mais oui, là, on a refait les alignements des portes mais qui s'étaient affaissés vu que le Bah bois ouais. était très très abîmé. Donc là, comme tu peux le voir, bah, en fait, les montants de portes, déjà, tu vois, ça match. Puis, C'était assez compliqué à filmer parce qu'il a passé énormément de temps. D'ailleurs, je te remercie pour ça. C'est des heures à plus savoir quoi en faire. On est loin d'avoir fini le travail au niveau carrosserie, mais voilà. À partir de maintenant, il y aura beaucoup d'épisodes qui vont se suivre sur plein de petits trucs à restaurer. On va décoquer, on va s'occuper du châssis, on va s'occuper de plein de choses. Là, je suis en train de discuter avec un mec pour un train avant. Je vous garde la surprise de ce que ce sera, mais ça sera sûrement un train avant bien solide. À l'arrière, je l'ai déjà. Enfin, il y a un travail immense à faire. Et je sais pas, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je suis en train de vendre pas mal de mes véhicules, l'Espace, la Honda quand elle sera terminée, les 2 motos, etc., juste pour financer ce projet-là. Voilà, donc à la fin, il restera que la 205, au final, le slipper de guerre, et la 301, le projet de ma vie, tout simplement. Hein. Voilà. Et entre ces deux projets, il y aura des petits trucs, vous inquiétez pas, il y aura pas que ça, mais vous allez bouffer de l'épisode de 301, de la restauration, je vais apprendre plein de choses, je vais souder des trucs, je vais... Encore un projet qui va m'apprendre énormément de choses et grâce à Julien, j'ai appris beaucoup de choses aussi au niveau de la tôle et ça fait plaisir. Je te remercie. merci J'imagine beaucoup. que tu me fais tout ça gratuit? Gratuit et mort il y a très longtemps, du coup. D'accord. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de taulier formeur tout simplement, n'hésitez pas à contacter Julien qui est un passionné. Voilà. Au-delà d'être un super artisan, c'est un passionné et il pourra sûrement répondre à toutes vos demandes, même les plus cheloues. Non? Bah oui, c'est clair. Donc merci à tous pour votre soutien, tout ça c'est grâce à vous et je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ma boutique aubordel.fr, je vous la mets à l'écran, il y a des nouveaux produits qui arrivent, qui sont déjà d'ailleurs sur la boutique, et si vous voulez m'aider à financer tout ça, vous êtes les bienvenus sur cette boutique. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, bien évidemment comme d'habitude, mettez-moi Tablasco Saint-Sauveur. Merci à tous, à bientôt.